Bonjour tout le monde, ici Éric Régnier avec Philippe J. Fournier pour cet nouvel épisode du balado Les chiffres. Et on a plusieurs chiffres à discuter cette semaine. Philippe, comment ça va? Bonjour Éric, très content de te revoir et très content d'enregistrer ce nouveau balado en français pour nos membres. Et toi, t'es fancy un peu. Merci. Écoute, je suis à la maison de Radio-Canada présentement. C'est une grosse journée d'entrevue parce que justement, il y a un tout nouveau sondage québécois de la maison Palace Data que j'ai commandé. Donc, quand on dit Québec 125, on veut dire moi, pour le compte de l'actualité. Et on va bien sûr en discuter. Bien, je pense qu'on devrait commencer avec l'élection partielle qui a eu lieu lundi soir dans Chicoutimi. Le Parti québécois a repris ce bastion historique qui lui avait appartenu pendant quelque chose comme 35 ans consécutifs avant que la CAQ l'emporte. Donc, on va parler du sondage ensuite et peut-être un mot sur le fédéral. Donc, Éric, commençons avec Chicoutimi, justement. Le PQ gagne. La CAQ perd, roulement de tambour, 50 points. 50 points par rapport au résultat de l'élection générale en 2022. Ce n'est pas un petit mouvement ici. Et je crois que ça confirme ce que nous croyons déjà que ce qui se passe dans le Québec francophone. La CAQ a vraiment pris quelques coups au menton. Ouais, c'est incroyable de voir un chiffre comme ça de 50 points. C'est beaucoup. Et c'est plus qu'on a vu à Terrebonne, à Arthabaska aussi. Mais les chiffres, c'était 45% pour le Parti québécois, 26% pour les conservateurs, 12% pour la Coalition Avenir Québec, 9% pour les libéraux et 6% pour Québec solidaire. Est-ce qu'il y avait des surprises dans ces chiffres-là? Si on compare les chiffres des résultats que tu viens d'énoncer avec les projections, parce que bien sûr, c'est là-dessus que je me base, les conservateurs d'Éric Duhaime ont surperformé. Pas énormément surperformé, mais ils devraient être très contents de ce 26%. Le PCQ avait même pas obtenu 10% à l'élection générale dans Chicoutimi, donc c'est un bon résultat. Évidemment, on doit le dire, Chicoutimi au fédéral, ça a été remporté par le Parti conservateur de Pierre Poilievre. C'est bien sûr Richard Martel, le député fédéral là-bas. Et donc, il y a une base conservatrice. Et clairement, cette base conservatrice-là avait prêté leur vote à la CAQ. Et ça s'est complètement volatilisé. Alors, de grandes surprises, je ne pense pas. J'avais le PQ un peu plus haut que 45, mais c'est bien à l'intérieur des marges. Et le PQ remporte une 4e élection partielle consécutive. Leur députation est maintenant de 7 sièges, 7 députés, alors qu'il n'y en avait que 3 en 2022, donc plus que doublé. Mais je dois dire, même s'ils ont raison d'être très contents d'une victoire, 45% dans Chicoutimi, historiquement, pour le Parti québécois, c'est pas extraordinaire. C'est très bien, c'est une victoire, mais on a vu par le passé des 55, 60 et 65% dans cette circonscription-là pour Chicoutimi, mais bien sûr, c'était dans le monde du bipartisme. Donc, un bon résultat pour le PQ. Quelles sont tes observations par rapport à ce résultat-là, Éric? Mais pour le Parti québécois, peut-être on peut prendre de chaque parti un après l'autre. Oui, c'est vrai parce qu'ils ont eu plus d'appui à Terrebonne, en Arthabaska, et traditionnellement, le Saguenay-de-Lac-Saint-Jean, c'est un château fort pour le Parti québécois, donc c'est un peu étrange de voir qu'ils ont moins d'appui dans ce secteur-là. Mais c'est un gain de 31 points. C'est difficile de dire vrai. que c'est un résultat qui n'est pas bon, quelque chose comme ça, parce que c'est un peu moins que dans la tradition péquiste dans ce secteur, ou que c'est un gain qui est moins important qu'on a vu en Arthabaska, à Terrebonne, mais c'est quand même impressionnant de voir une victoire comme ça pour le Parti québécois, et ça s'aligne avec les sondages. Donc, oui, bien sûr. Comme tu as dit, pas de surprise là-bas, et on a même vu un sondage de Palace qui était commandité par les conservateurs, et les chiffres étaient semblables aussi. Donc, pas de surprise pour le Parti québécois, un bon résultat. Pour les conservateurs, je trouve ça intéressant, si on peut passer aux conservateurs. Oui. Est-ce qu'on voit qu'il y a comme un mouvement où le vote fédéral et le vote provincial pour les conservateurs commencent à se joindre? Parce que dans le passé, je ne sais pas si c'était vraiment les mêmes électeurs, mais
Chicoutimi, la dernière fois, le Parti conservateur a eu 8%. Ouais, c'est ça, exact. Maintenant, c'est 26%. Ouais. C'est ça, c'est comme tu as dit, c'est semblable au conservateur fédéral, mais est-ce qu'on peut s'attendre au le carte électorale pour le Parti conservateur du Québec va être très, très, très semblable au Parti conservateur du Canada? Je crois que oui, et surtout pour ce qui est le PCQ, s'est professionnalisé au cours des dernières années. Que vous les aimiez ou aimiez pas. En 2022, bon, ils ont eu 12,9% du vote. C'était un bon résultat, considérant que c'est un parti qui était marginal avant l'arrivée d'Éric Duhem à la chefferie. Mais le fait d'avoir gagné aucun siège, le parti aurait pu juste s'effacer et disparaître, ou ils auraient pu je veux dire, persévérants et se professionnaliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai l'impression que le PCQ, surtout en région, lorsqu'on regarde hors du Grand Montréal, je parle de Montréal et les banlieues, hors du Grand Montréal, le PCQ a des bons chiffres. Et combien de sièges que ça pourrait leur apporter? Bien, c'est sûr que finir deuxième à Chicoutimi, si tu es le Parti conservateur, tu es heureux, mais tu as quand même fini 20 points derrière la première place et il n'y a pas de médaille d'argent dans notre système électoral. Sauf que peut-être que ça augure bien pour les banlieues de Québec, pour quelques circonscriptions vers le bas du fleuve, les côtes du Sud et Bellechasse et ainsi de suite. Donc, je pense que le PCQ devrait être très heureux et il pourrait surprendre. Maintenant, tu as mentionné, est-ce qu'il y a un vote fédéraliste? Et là, je veux faire attention parce que j'allais dire rural. Chicoutimi n'est pas rural, c'est une vraie ville, mais il reste qu'ils sont populaires dans les régions plus rurales, hors de Chicoutimi, bien sûr. Et ça va être une bataille avec le Parti libéral. Et hier, M. Duhem était en entrevue au 98.5 à Montréal avec Patrick Lagacé. Et Patrick Lagacé lui a demandé s'il y a un référendum, si le PQ gagne et qu'il y a un référendum, vous allez voter non. Et il n'a pas voulu se mouiller. Il a dit, nous, on ne veut pas de référendum. Ce que beaucoup de Québécois pensent, disons-le, mais il n'a pas voulu dire, non, moi, ce serait un vote non, je suis fédéraliste et je veux pas démanteler le Canada. Il aurait pu répondre ça. Ce n'est pas sa réponse et je pense que à la fois, il reflète un peu l'opinion des gens de son parti, et aussi, ça peut ouvrir une porte à Charles Milliard pour dire, ben vous voyez, je suis la personne fédéraliste ici qui veut garder le Québec à l'intérieur du Canada. Ça va être un débat qui va revenir à bien des occasions, j'en suis sûr. Parce que même dans le sondage Palace, et c'est important de mentionner, le sondage Palace dans Chicoutimi, c'était un petit échantillon. C'est une élection partielle où il y a des taux de participation généralement plus bas, donc c'est difficile à sonder. Mais les résultats du sondage étaient presque pile poil sur les résultats de l'élection. Et dans ce sondage-là, la majorité des électeurs disaient qu'ils voteraient contre le référendum. Et là, on parle de Chicoutimi, qui devrait être souverainiste à l'os. Historiquement, c'était une région extrêmement souverainiste. Alors, il y a des messages ici qui sont envoyés au Parti québécois et c'est des messages d'avertissement. Je ne dis pas que le PQ doit reculer, mais c'est pas ça que je dis. Sauf que je dis qu'il y a dans la population des chiffres et des messages qui sont clairs que ce qui pourrait faire mal au PQ, c'est la promesse du référendum dans un premier mandat. Mais c'est intéressant de penser que cette partielle-là, on a vu que Paul Saint-Pierre Plamondon a mis un peu de l'eau dans son vin sur question de référendum. Il disait qu'on peut attendre 3-4 ans, on verra qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que la situation va être. Et à la même fois, parce que le Parti conservateur veut avoir plus d'appui dans les régions où il y a plus de nationalistes, on ne dirait pas nécessairement des souverainistes, mais là, Éric Duhem veut pas s'éloigner des gens qui sont au moins ouverts à la souveraineté. Donc, c'est un peu étrange de voir que ce résultat a poussé les deux partis dans les directions opposées un peu. Je pense que c'est vraiment multidimensionnel. C'est tellement difficile avec 5 partis. Bon, OK, vous allez me dire que Québec solidaire n'est pas... Québec solidaire a eu 6% du vote. Ils avaient eu 12 il y a 3 ans et demi maintenant. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, si on peut juste parler brièvement de Québec solidaire ici? Dans les sondages qu'on voit, on voit que le Québec solidaire a perdu
environ le tiers et parfois un peu plus du tiers de son vote. Et ça se reflète encore une fois dans une autre partielle en Chicoutimi. Je ne sais pas si c'est un autre effet qui est similaire au NPD au fédéral, que lorsqu'il y a une élection partielle où le parti n'est pas compétitif, le vote fait juste s'effondrer. Donc, il faut faire attention. Toi et moi, dans nos conversations, Éric, nous disons souvent qu'il ne faut pas trop overreact, on dit en anglais, réagir trop fort à une élection partielle, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est extrêmement local. Le PQ a gagné, les conservateurs ont fait deuxième et tout le reste n'est pas vraiment important. Mais il reste que, considérant que dans 6 mois, jour pour jour, nous serons juste avant la fête du travail et juste avant le début de la campagne, je pense que ça donne vraiment le ton pour l'année électorale au Québec présentement. Mais ça indique que ça va être difficile pour la CAQ parce qu'ils sont... Oh mon Dieu! Chicoutimi, ils ont gagné Chicoutimi par 48 points. C'était la marge le plus important pour la CAQ. Donc, sur papier, c'était le siège le plus... Le plus caquiste. Oui, le plus caquiste au Québec. Et ils ont même perdu ce siège-là, et pas par un petit peu. Si on voit la même chose partout au Québec, la CAQ va être rayée de la carte électorale, parce que c'est impossible de perdre 50 points et de conserver un siège. Et Éric, dans Arthabasca, la CAQ avait perdu 44 points, et là, ils viennent d'en perdre 50. Et je veux dire, les sondages au Québec, bien sûr, les sondages nationaux, Palace Data a la CAQ autour de, ce matin, c'est 14%, 15%. Léger avait des 16 et des 17. Mais il va falloir se rendre compte éventuellement que un 16 ou 17% au niveau national, ça ne fonctionne pas avec ce qu'on a vu dans les élections partielles. La CAQ est en train vraiment, la chaîne est en train de débarquer, comme on dit. Et peut-être qu'il reste encore des appuis temporaires pour la CAQ qui attendent l'élection, mais quand c'est le temps de cocher dans les urnes, la CAQ se fait littéralement défoncer. Alors, s'il ne gagne pas à Chicoutimi, puis il ne gagne pas à Arthabasca, puis il ne gagne pas à Terrebonne, et il ne gagne pas à Québec, on a eu ça fait longtemps, mais c'est quand même dans Jean Talon, ça commence à faire bien des places où la CAQ était très forte et ne l'est plus aujourd'hui. Ils n'ont pas mis beaucoup d'efforts à Chicoutimi. Je ne pense pas que François Legault a visité le comté. Non, ils sont pas allés. Et le candidat, c'était un jeune étudiant à l'université de Chicoutimi. On le félicite. Mais c'est clair que même lui, il savait qu'il ne gagnerait pas. Donc, si c'est clair qu'il y a un candidat dans une élection partielle qui n'est vraiment pas dans la course, c'est un peu naturel pour les électeurs d'aussi penser que ça ne vaut pas la peine d'aller voter pour la CAQ. Mais c'est vrai, avec les résultats qu'on a vus dans les élections partielles, c'est difficile de croire que la CAQ est vraiment à 14% dans les sondages. Exact. Ça ne s'aligne pas. Et les libéraux, un gain de 6 points. Ils ont triplé leur vote de 6 de 3 jusqu'à 9. Ils vont avoir quoi, 60% dans les élections au niveau provincial? Je ne crois pas. OK, le vote libéral n'est pas très fort à 9%. Il n'y a personne qui va essayer de convaincre autrement. Si quelqu'un vous dit, mais les libéraux ont triplé leur vote, c'est comme, comment? Ils ont gagné 6 points. Mais je ne pense pas qu'on peut, avec le PLQ ou bien même avec QS, tirer des conclusions hâtives de ce qui se passait à Chicoutimi. Parce que, par exemple, si au lieu de Chicoutimi, l'élection partielle avait eu lieu dans Hull, un bastion libéral qui a basculé à la coalition Avenir Québec en 2022, s'il y avait une élection partielle dans Hull aujourd'hui, le PLQ gagnerait, mais ça ne voudrait pas dire qu'il y a une vague d'amour pour le PLQ. Ça veut juste dire que les bastions retournent à la maison. Dans le cas de 9% pour le PLQ à Chicoutimi, c'est faible, c'est très faible, mais je ne pense pas que ça peut apporter des prédictions ça peut nous aider à faire des prédictions pour le scrutin d'octobre prochain. Ouais. Et je pense qu'en 2018, ils ont eu 19%, à peu près 19% dans le comté de Chicoutimi, et ça, c'était une élection où ils ont perdu. Tu veux dire le PLQ? Ouais. En 2022? En quelle année? 2018. 18, ok, ouais, excuse-moi, oui, ouais. Parfait. Ouais. Donc, c'était une élection qui était une élection catastrophique pour les libéraux, et même dans une élection comme ça, ils ont eu 19% à Chicoutimi. Donc, ils sont loin de ça. Oh oui. Mais on a vu dans le sondage Palès, on va discuter ce sondage maintenant. Parfait.
Ça a l'air que ça va être une course un peu plus serrée. Au moins, c'est le cas en ce moment dans ce sondage-là. Donc, je suis à la maison de Radio-Canada ce matin, justement, pour parler de ce sondage-là. Et je dois dire, c'est bizarre, ça peut être un petit peu comique à dire, mais j'ai un peu des flashbacks. Parce que la dernière fois que j'étais ici pour parler d'un sondage Palace, 1 heure plus tard, François Legault a démissionné. Et, et donc, quand on m'a vu ce matin, en fait, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, dans le sondage en janvier, le matin de la démission, de l'annonce de démission de François Legault, le PQ avait 10 points d'avance dans le sondage Palace. C'était 34 Parti québécois et 24 Parti libéral. Depuis, on a eu la démission de M. Legault. On a eu l'arrivée de Charles Milliard. Je ne pense pas que c'est encore majeur. Ça fait juste une semaine qu'il est en poste, mais on a eu son arrivée quand même. Et là, on voit 30% pour le Parti québécois, une baisse de 4 points. On voit 27% pour le Parti libéral, une hausse de 3 points. Et donc, ces deux variations-là sont juste au-dessus de la marge d'erreur du sondage, qui est plus ou moins 3%, 19 fois sur 20. Les conservateurs demeurent stables avec 16%, un bon résultat pour les conservateurs. La CAQ à 14%, c'est une hausse de 3 points. C'est comme si la CAQ, maintenant qu'ils n'ont plus François Legault dans les parages, peut respirer un peu, mais il reste que c'est pas une hausse très, très forte non plus. Et Québec solidaire qui demeure stable à 10%. Éric, tu as vu les chiffres régionaux et démographiques du sondage. Quelles sont tes premières impressions de ce nouveau sondage Palace? Je pense pas que c'est surprenant d'avoir que la course se serrait un peu, parce qu'on a vu des chiffres un peu comme ça avant tous les problèmes au Parti libéral avec Pablo Rodriguez. Donc, c'est comme un peu retourné où les choses étaient en début novembre, je crois. On a vu des sondages un peu comme ça. Et ça ligne un peu avec les résultats à Chicoutimi. Parce que si le Parti québécois était à 35-40% dans les sondages qu'on a vus l'an passé, peut-être ils auraient gagné 50-55% du vote à Chicoutimi. C'est surprenant de voir qu'on voit pas beaucoup de changements pour la CAQ. 14%, c'est pas beaucoup. Même quand c'est un course à la chefferie, on donne beaucoup d'attention à la CAQ en ce moment. François Legault, il va s'en aller. Donc, les gens sont libres à voter pour la CAQ encore, mais on voit pas beaucoup de changements. Mais c'est intéressant de voir que c'est maintenant un marge de 3 points entre le Parti québécois et les libéraux. Mais on sait que, parce que c'est une avance de 19 points parmi les francophones, c'est toujours un avantage important pour le Parti québécois. Mais les gens, ils suivent les sondages un peu. Ils suivent comment ça va dans l'opinion publique. S'ils pensent que c'est un course beaucoup plus serré, ça va aider les libéraux. Je pense parce qu'il va y avoir des gens qui disent que, OK, il y a une autre option qui est viable. Peut-être je vais donner au moins un peu d'attention à Charles Milliard de voir qu'est-ce qu'il a à dire. Mais, c'est un couteau à double tranchant, par exemple, ça, parce qu'il y a bien des électeurs québécois qui ne veulent pas les libéraux au pouvoir et de voir le PLQ grimper, peut-être qu'ils font peut-être qu'il va y avoir un ressac par rapport à ça. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas à quel point il va y avoir cette influence-là. Mais tu as mentionné il y a un instant les chiffres pour les francophones. Je pense que c'est important de les dire. Donc, tu as dit pour les francophones, 37% pour le Parti québécois, 18% pour le Parti libéral, donc 19 points d'avance pour le PQ. Évidemment, c'est énorme, 19 points d'avance, et ça ferait en sorte que le PQ serait largement favori. Si on avait une élection demain et c'était les derniers chiffres qu'on voyait, le PQ serait favori pour l'emporter, ça c'est certain. Sauf que les libéraux étaient à 15 au dernier sondage, parmi les francophones, et le Parti québécois était à 41. Donc c'était une avance de 26 points qui est maintenant une avance de 19 points. C'est quand même une avance substantielle, mais ça s'est resserré. Et ce n'est pas étranger. Les chiffres n'ont pas encore été publiés, mais je peux en parler rapidement ici. Dans l'actualité, demain, le deuxième volet du sondage va être publié et on voit les taux d'impression des chefs. Et M. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui pendant longtemps était le chef de parti le plus populaire avec les meilleurs taux d'appréciation, ben ce n'est plus le cas. Il a encore la plus grande fraction de taux d'impression favorable, mais ces impressions défavorables ont encore grimpé. Et Charles Milliard, même s'il y a une grande fraction des Québécois qui ne le connaissent pas ou qui ont une opinion pas très forte à propos de lui,
a des meilleurs chiffres maintenant. Alors, ça pourrait faire changer la dynamique. Si M. Plamondon n'arrive pas à améliorer ses chiffres personnels, et on le voit au fédéral avec M. Poilievre et M. Carney, les chiffres personnels sont vraiment ce qui propulse un parti lorsqu'un chef est très populaire. Et on a vu aussi que c'est très serré entre les deux partis, mais il y a un avantage pour les libéraux parmi les femmes et c'est un avantage pour le Parti québécois parmi les hommes. C'est intéressant de voir que ça a changé. Et on voit au niveau régional que les libéraux sont en avance dans la grande région de Montréal. Ouais. J'ai pas vu sur l'île contre les banlieues. C'est quoi la situation? Je l'ai ici, mais je peux te dire que dans l'île de Montréal, les libéraux sont loin devant. Et dans les banlieues, dans le 4-5-0, donc ça c'est Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentide, c'est égalité statistique entre les libéraux et le Parti québécois. Ce qui est un peu une surprise. Le PLQ, d'habitude, ne performe pas très bien dans le 4-5-0. Il peut peut-être gagner un Châteauguay puis un Brossard, mais ça m'a fait penser beaucoup à la carte de Mark Carney au fédéral, où le PLC avait remporté les La Prairie, puis Longueuil, puis Terrebonne, puis Rivière-des-Prairies. Donc, je sais pas si ça va se concrétiser, mais le PLQ a des bons chiffres dans le Grand Montréal. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, tu as mentionné les hommes et les femmes. Évidemment, on fait toujours attention, toi et moi, aux sous-échantillons. L'incertitude est plus grande et c'est un sondage probabiliste avec une vraie marge d'erreur au sens classique. Mais c'est intéressant de voir que chez les hommes et les femmes, et ça, ce sont des gros sous-échantillons, n'est-ce pas? C'est presque la moitié de l'échantillon pour chaque. Chez les hommes, le Parti québécois, 33% en janvier, 33% en février. Ça n'a pas bougé. Chez les femmes, le PQ a perdu 8 points. Et ça, c'est au-delà de la marge d'erreur. Chez les femmes, c'est environ 400 répondants. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que, justement, le mode de campagne de M. Plamondon, est-ce que ça irrite un peu plus de Québécoises qu'avant? On va voir si ça revient vers la normale au prochain sondage, mais c'est définitivement une donnée qui est à surveiller parce que je n'ai pas la réponse, mais soudainement, je me pose la question. Et à Québec, on voit que c'est une égalité statistique entre les conservateurs et le Parti québécois. Ouais, et dans le reste du Québec, dans les régions, c'est une avance très importante pour le Parti québécois. Le fait que les libéraux sont à 13% dans le reste du Québec, ça donne pas beaucoup de chance dans les cantons de l'Est. En Ottawa, oui, Hull, c'est probablement ça va retourner aux libéraux, mais ils ont besoin de plus d'appui dans les régions que 13%, je crois. Ben clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas de gain dans des circonscriptions atypiques pour les libéraux. On parle en région. Je pense que, je veux dire, je vais faire les calculs, là, mais je pense que le PLQ pourrait toujours être favori dans quelques circonscriptions des cantons de l'Est. Mais tu sais, si tu es à 13% en région, tu fais pas de gain dans le bas du fleuve, tu fais pas de gain en Abitibi ou au Saguenay, ou tu sais, même Trois-Rivières, je pense qu'il devrait être dans la mire des libéraux et j'aurais beaucoup de difficultés à dire que le libéraux pourrait bien performer en Mauricie en regardant ces chiffres-là. Un petit mot sur la souveraineté, peut-être? Oui, intéressant. Donc, vous, comme ceux qui nous suivent régulièrement et ceux qui suivent mes écrits, on pose la question sur la souveraineté de la même façon, avec la même méthodologie à chaque mois ou à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que les chiffres de Palace pour la souveraineté sont souvent un peu plus favorables à la souveraineté que ceux de Léger. Ça varie quelque peu, mais on voit souvent 2-3 points de différence. Et dans ce cas-ci, l'appui à la souveraineté chute de 3 points, est à 32%. Le mois dernier, Léger avait 29. Donc, c'est congru. Les tendances se suivent. Mais ce qui est vraiment un mouvement plus important, c'est l'opposition à la souveraineté. Donc, c'est comme si le camp du non avait grandi parce que le camp du oui a rétréci, mais il y a aussi moins d'indécis. Alors, ceux qui s'opposent à la souveraineté, la fraction est passée de 54% en janvier à 60% dans ce sondage, donc 6 points. Ça, c'est bien au-delà de la marge d'erreur. Et c'est le plus haut niveau d'opposition à la souveraineté depuis que Palace sonde sur le sujet en 2023, donc presque 3 ans. Alors, tout ça est relié, bien sûr. C'est pas une grande surprise. On avait vu plutôt ce mois-ci, encore une fois léger, on a vu des chiffres d'Angus Reid qui montrent que la souveraineté était autour de 27-29%. Donc, Palace semble suivre la tendance ici avec 32%, mais très difficile
de conjuguer ça avec une victoire référendaire dans quelques années. Évidemment, un sondage aujourd'hui n'est pas une prédiction pour un résultat dans 3 ans, mais la tendance n'est pas du bon côté pour le Parti québécois. Et peut-être c'est pour ça qu'on a vu de Paul Saint-Pierre Plamondon un discours qui reconnaisse que il y a des craintes chez les Québécois par rapport à le sujet de la souveraineté, surtout dans le climat avec Donald Trump et les États-Unis, tout ça. Donc c'est un changement du ton. Je ne pense pas que c'est nécessairement un changement de position, parce qu'il promet toujours d'avoir un référendum dans le premier mandat, mais c'est un changement de ton. Et peut-être ça va avoir un effet sur les sondages. Ça va être intéressant de voir ça. Les partis politiques sérieux, et le Parti québécois en fait partie, font des sondages et ils ont des chiffres internes. Et donc, je pense que ce qu'on voit au Parti québécois, on l'a probablement vu venir. Donc, voilà. Peut-être on peut finir avec quelques minutes sur les élections partielles au Québec qui sont du côté fédéral qui s'approchent. Il y avait l'annulation les résultats à Terrebonne. C'était décidé par un vote, donc je pense que ça va être serré encore. Et on s'attend d'avoir une élection partielle dans les prochains mois à Rosemont-la-Petite-Patrie, parce qu'Alexandre Boulris, il voit des sondages comme ça pour Québec solidaire, il pense que c'est une bonne idée pour lui de changer de la juridiction politique. Et on s'attend qu'il va être le candidat, il va pas avoir une candidate. Non, ça va être un candidat. Québec solidaire à Gouin, et on s'attend que ça va être Alexandre Boulris. Penses-tu qu'il y a toujours des chances à Gouin, même avec des chiffres comme ça? Ça serait, écoutez, si Québec solidaire devait perdre Gouin, c'est qu'ils sont effacés de la carte. Soyons clairs, là, Gouin, c'était le siège de Françoise David, ensuite Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux dire, c'est un bon siège pour Québec solidaire, et surtout avec un candidat. Et je sais qu'il y a bien Alexandre Boulris et le NPD ne font pas unanimité au Québec. Il y a eu beaucoup de résistance au fil des années, mais dans la circonscription, Rosemont, la petite patrie au fédéral, est demeurée au NPD à cause de M. Boulris. Alors, bien sûr, comme Gouin et Rosemont, la petite patrie se recoupent de façon significative, je pense que M. Boulris pourrait facilement être élu dans Gouin s'il décide de faire le saut. Et bien sûr, on va en reparler quand ça va arriver, si ça arrive. Il reste encore 1 mois, Éric, à la course à la chefferie du NPD fédéral. Ouais. Donc, je pense que M. Boulris, je ne lui ai pas parlé ou ni à son entourage, mais j'imagine que le plan, c'est de laisser la course à la chefferie se terminer et ensuite de prendre une décision sur son avenir politique. Si tel est le cas, ça veut dire qu'on pourrait avoir une élection partielle dans Rosemont-la-Petite-Patrie, au fédéral. Et ça pourrait être très intéressant, particulièrement pour les libéraux et peut-être pour le Bloc québécois. Mais ça, c'est un changement d'historique pour les libéraux, parce que la dernière fois qu'ils ont gagné dans ce secteur de Montréal, je crois, c'était dans les années 70 ou même 1980. peut-être 80. 1980. Mais, pourquoi maintenant, Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est un comté où les libéraux sont peut-être les favoris si Alexandre Boulris ne se présente pas encore, ou il s'en va pour Québec solidaire, et pas le Bloc québécois, parce qu'avant 2011, ce comté-là, c'était un château fort du Bloc. Oui. C'était un château fort du Bloc, mais avant 2011, il y en avait beaucoup de châteaux forts du Bloc qui ne le sont plus aujourd'hui. Non, mais je veux dire, la carte a beaucoup changé depuis, et là, je parle pas juste de démographie, mais tu sais, le Bloc québécois mené par Gilles Duceppe à l'époque ressemblait beaucoup plus à une version, et là je sais, Gilles Duceppe ne sera pas content d'entendre ça, mais c'était un parti qui était beaucoup plus à gauche, ou du moins qui était perçu beaucoup plus comme social-démocrate, centre-gauche. Et je ne sais pas si la perception des électeurs est la même avec l'incarnation actuelle du Bloc québécois sous François Blanchet. Je ne dis pas que le Bloc est un parti de droite, mais c'est moins clair qu'il y a des idées plus à gauche, et on sait que le Bloc québécois a attaqué vraiment fort le NPD au fil des années, depuis la mort de Jack Layton. Alors, la circonscription de Rosemont-la-Petite-Patrie tend à gauche. Est-ce que le Parti libéral du Canada, qui vient de recruter une députée du NPD ontarien,
donc dans Scarborough. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher au centre-gauche pour avoir un bon candidat ou une bonne candidate dans Rosemont-la-Petite-Patrie? Si c'est le cas, ils auraient des bonnes chances de remporter l'élection. Le Bloc québécois à Montréal, écoutez, dans le temps de Gilles Duceppe, il gagnait 7, 8, 9 sièges à Montréal, et là, ça fait plusieurs élections qu'il n'en gagne un seul, et c'est la pointe de l'île. Donc je pense que c'est vraiment la démographie qui a changé. Oui. On verra qu'est-ce que ça va donner et quand ce partiel-là va se produire, parce que si Alexandre Boulay s'attend jusqu'à la fin de mars ou le début du mois d'avril, avant de se démissionner, il va y avoir 6 mois avant que Mark Carney devrait déclencher ses élections partielles. Et parce que c'est un siège d'opposition, le fait qu'il ne va pas avoir un vote de NPD dans ce siège-là, Yep. il y a une valeur, là, parce qu'il y a une Oui. valeur certaine. Ça ne va pas être un vote contre le gouvernement dans la Chambre des communes. Une élection partielle, même si les libéraux ils ont des bonnes chances, c'est pas une certitude qu'il va gagner. Donc, peut-être qu'il va laisser ce siège-là vacant pour un temps, on verra, mais ça va être intéressant à voir. Juste pour revenir pour Rosemont-la-Petite-Patrie, parce que je viens de sortir des données, là, quand je parlais de la démographie, selon les données du recensement, 84% francophones dans Rosemont-la-Petite-Patrie, donc c'est plus élevé que la moyenne de Montréal, bien sûr. Mais ce qui a surtout beaucoup changé au fil des années, c'est quel type d'électeurs. Si on regarde les taux d'éducation dans Rosemont-la-Petite-Patrie, il y a 54% des électeurs qui ont soit un degré de baccalauréat ou des études supérieures. Et c'était pas le cas il y a plusieurs années quand, je pense que c'était M. Bigra qui remportait le Bloc québécois. Et là, je suis pas en train de faire une ligne droite envers t'es plus scolarisé, donc tu votes pour les libéraux, mais c'est un siège. Mais c'est ça qu'on voit dans les sondages. Urbain. Et on voit dans les sondages, on le voit aussi dans d'autres villes canadiennes, les centres-villes, Toronto, Vancouver, Ottawa. En fait, toutes les grandes villes canadiennes qui ne sont pas en Alberta, on voit que le centre tend vers les libéraux. Donc, c'est une démographie qui leur est proche. C'est pour ça que je crois, si on regarde les résultats de la dernière élection dans Rosemont, les libéraux avaient eu 33% du vote, le Bloc avait eu 18%. Alors, ça veut dire que, dépendant de comment le 40% de vote néo-démocrate va se diviser, il faudrait que le Bloc prenne plus que le 2/3, et je ne crois pas que c'est le cas, à moins que le candidat bloquiste soit local et ait une très bonne campagne. Donc, voilà pour Rosemont. OK, bien, je pense que ça va être tout pour cette semaine. On va passer à répondre à les questions de nos membres, mais Philippe, je sais que ça va être une journée assez occupée pour toi, donc merci beaucoup pour aujourd'hui. On va se reparler en français probablement dans un autre quelques semaines ou un mois. On verra si on va avoir un sondage léger. Je pense que ça va être intéressant à voir, mais merci beaucoup Philippe et merci à nos auditeurs. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Eric. Si vous voulez écouter le courrier des membres, devenez membre www.leschiffres.ca et merci encore.